Je vous prends juste 30 secondes avant de commencer l'épisode pour vous dire que cette année, je suis partenaire de l'événement Génération AI qui a lieu à Paris du 9 au 11 décembre. Alors Génération AI, c'est un événement qui a réuni plus de 4000 personnes l'année dernière. Et cette année, à nouveau, on va avoir au programme des conférences, des démonstrations techniques autour de l'IA générative, des retours d'expérience sur des cas d'usage concrets et aussi des réflexions sur les limites et les impacts de toutes ces technologies. Bref, c'est un événement qui peut intéresser à la fois les techs, mais aussi les personnes qui sont juste curieuses de mieux comprendre ces technos et l'impact qu'elles peuvent avoir. J'ai quelques invitations, donc si vous voulez participer à l'événement, écrivez-moi et je vous partagerai ça. Sur ce, bon épisode. Et puis il y a un dernier cas d'usage, et celui-là n'a aucun intérêt, mais tout le monde en parle. Malheureusement, c'est le plus connu, c'est de casser l'Internet. Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Bonjour Olivier, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Le sujet d'aujourd'hui et la question qu'on va essayer de traiter ensemble, c'était d'essayer déjà de mieux comprendre ce qu'on met derrière le terme quantique. On parle de révolution quantique, d'essayer de comprendre ce que c'est et aussi de voir comment ça peut s'articuler avec l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup ces derniers temps. Et pour commencer, j'aimerais bien que tu puisses présenter un petit peu ton parcours, d'où tu viens. Et moi, je te suis depuis plusieurs années et tu parlais beaucoup d'IA, un peu moins ces derniers temps et avec un focus beaucoup plus important sur le quantique. Et j'aimerais bien savoir ce qui fait qu'en fait, qu'est-ce que tu as vu dans ce sujet-là qui fait que tu as choisi de parler moins d'IA et plus de quantique? Le premier point, je suis un ingénieur généraliste, même si j'ai toujours travaillé dans le domaine du numérique. À l'origine, j'étais développeur, j'ai même fait du marketing pendant 15 ans, ensuite chez Microsoft, où j'étais directeur marketing il y a 25 ans. Et depuis 20 ans, je suis indépendant, et je suis un petit peu un couteau suisse de l'innovation. Au départ, j'aidais pas mal les entrepreneurs. J'ai même écrit un livre aussi sur l'entrepreneuriat, qui a été téléchargé 700 000 fois entre 2006 et 2019, et qui s'appelle Le Guide des startups. Je me suis intéressé beaucoup à la vidéo, et aux technologies de la vidéo. J'ai produit aussi le rapport du CES, qui était très lu entre les mêmes années, 2006 à 2020. J'ai arrêté en 2020. C'était un moyen de faire le tour d'horizon des technologies plutôt grand public, côté numérique, en m'intéressant aussi bien à la vidéo, à la photo, qu'aux réseaux, aux télécoms et aux semi-conducteurs, qui sont des sujets technologiques qui m'intéressaient beaucoup. Alors effectivement, je me suis intéressé à l'IA entre 2015 et 2021 à peu près, et j'ai aussi écrit un livre en 4 éditions sur le sujet. Alors, comment me définir? C'est difficile à dire parce que je mélange plusieurs métiers en même temps. Je suis à la fois enseignant, formateur, chercheur même, même si je ne suis pas rattaché à un organisme de recherche. Quoique, depuis quelque temps, je suis rattaché à l'EPITA, une école d'ingénieurs en informatique où je suis rattaché comme chercheur et auteur. J'ai cofondé la Quantum Energy Initiative dont on parlera tout à l'heure. Je fais du conseil. Je suis expert pour différents organismes publics comme BPI France ou l'ANR. Donc, tu vois, je suis un peu partout, dans plein d'endroits différents. Alors, pourquoi le quantique? J'ai toujours été passionné depuis que je suis gamin par les technologies en général et par la compréhension de l'incompréhensible. Donc, dès que je vois un sujet un peu technique où il y a un mystère, au même titre d'ailleurs que je m'intéresse à la magie par ailleurs, j'adore la magie, comme spectateur et aussi comme décrypteur. Il se trouve que dans les 20 dernières années, j'ai finalement passé du temps à essayer de comprendre des mystères. Pour moi, l'ADN, c'est un mystère. Donc je voulais comprendre, il y a une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, comment on séquence l'ADN et la biologie moléculaire. Donc j'ai étudié la question, j'ai écrit quelques articles, fait quelques conférences sur le sujet. De la même manière, je me suis intéressé aux semi-conducteurs, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, puis à l'IA. Et le quantique, c'était un petit peu le dernier maillon de la chaîne. C'est un domaine scientifique qui est, je dirais, un peu mystérieux pour pas mal de gens, et d'ailleurs y compris pour ceux qui sont dedans. Et donc, où il y a un creuset de technologie et de science qui est un monde à part entière, dans lequel je baigne maintenant à 100%. Et la diversité des sujets qu'on y trouve, aussi bien du point de vue scientifique, du point de vue de l'ingénieur, au sens des techniques de l'ingénierie, d'intégration de systèmes, même des questions de géopolitique, puisque c'est ton domaine. Je m'intéresse aussi à ça. J'ai eu l'occasion de travailler avec la Commission européenne ou avec l'État français de ce point de vue-là. Donc c'est un sujet où on trouve de tout. Donc quand on est intéressé par beaucoup de choses, on trouve ce bonheur. Et après, le partage étant ma marque de fabrique avec le livre que j'ai écrit sur le quantique, au départ en français, maintenant en anglais, qui en est à sa 8e édition depuis septembre dernier. Tu disais que tu as un profil ingénieur au départ. J'aimerais bien que tu puisses peut-être définir, on va dire simplement, ce qu'on met derrière le quantique. Alors, il y a plein de termes, calcul quantique, ordinateur quantique, je sais pas, et peut-être nous dire un peu quels sont selon toi les concepts clés quand on parle de quantique à comprendre. Et je sais que c'est pas facile, mais de vulgariser ça sans trahir la réalité scientifique. Alors, il faut distinguer la physique quantique et les technologies quantiques.
La première, c'est la science. La deuxième, c'est des usages de la science pour faire des produits qui répondent à des besoins et dans des différents domaines. Alors, qu'est-ce que c'est que la physique quantique? Bon, c'est un champ scientifique de la physique qui a été en gros initié au début du XXe siècle, en 1900, par Max Planck, et qui est lié à la découverte de la compréhension de ce qui se passe dans la matière et la lumière à l'échelle des particules élémentaires. Donc, quand Max Planck et les suivants, alors il y a Heisenberg, Einstein, Schrödinger et autres, qui sont des noms connus, même si ce qu'ils ont fait est peut-être moins connu par le grand public, mais c'est des noms connus, ils ont découvert comment on pouvait formaliser mathématiquement ce qu'on observait dans les expériences de physique, qui consiste en fait à comprendre ce qui se passe en gros au niveau des atomes, des électrons qui sont dans les atomes, au niveau des photons qui sont des grains de lumière, pour faire simple, qui sont la quantité la plus faible d'énergie qu'on peut avoir dans des ondes électromagnétiques, qui sont gouvernées par les équations de Maxwell qui ont été découvertes en 1860 et quelques aux États-Unis. Et donc, en gros, il s'agit de comprendre ce qui se passe à l'échelle des particules. Il se trouve que ce qui se passe à l'échelle des particules est un petit peu différent de ce qui se passe à l'échelle macroscopique. Déjà, il y a des particules, elles ont une caractéristique, c'est qu'elles se comportent parfois comme des ondes, un petit peu comme des ondes sonores, qui peuvent s'additionner ou se soustraire et créer ce qu'on appelle les interférences. Puis dans d'autres cas de figure, elles vont se comporter plutôt comme des particules qui ont ce qu'on appelle un moment cinétique, on va dire l'équivalent d'une masse, mais ce n'est pas tout à fait une masse, et qui, lorsqu'elles touchent quelque chose, vont le déplacer, lui impulser une énergie. Donc par exemple, un grain de lumière qu'on appelle un photon, qui peut être émis par un laser par exemple, si ça arrive sur un atome, ça peut ou l'accélérer ou ralentir selon la direction dans laquelle il va. Si, au contraire, on prend un électron qui tourne autour d'un atome, c'est en fait un nuage de probabilités. L'électron est quelque part. Les probabilités sont définies par l'équation de Schrödinger. Et cette probabilité, vue de loin, ça ressemble à une onde. On peut l'additionner, la soustraire, créer des interférences. Donc voilà, on est même capable de faire des ondes avec des atomes maintenant. C'est avec ça qu'on fait par exemple des gravimètres qui servent à mesurer la gravité avec une grande précision. On crée des interférences entre des atomes, comme si c'était des ondes en fait. Donc c'est un peu mystérieux, mais il y a plein d'autres principes dans la physique quantique. Il y a la quantification des propriétés physiques, à savoir que à toute petite échelle, par exemple si on prend un électron qui gravite autour du noyau d'un atome, eh bien cet électron, il a une énergie qui est liée en gros à sa rotation dans l'atome, et cette énergie, elle peut prendre des valeurs qui sont très précises, qui sont liées à ce qu'on appelle les orbitales. Donc c'est un peu comme les planètes autour du Soleil. Si tu prends les planètes autour du Soleil, elles ont des orbites. Eh bien, l'orbite de l'électron autour d'un atome, il y a plusieurs électrons dès qu'on est au-delà d'hydrogène, eh bien, ces orbites, elles sont définies par la physique quantique, avec des équations. Et elles sont bien discrètes. Il y a comme ça des propriétés physiques de la matière qui n'ont pas des propriétés continues, des valeurs continues, comme la vitesse ou la position d'une voiture sur une route, mais qui ont des valeurs discrètes, des valeurs très précises, ce qu'on appelle la quantification. Et la quantification s'applique à des choses qu'on peut comprendre comme l'énergie d'un atome ou l'énergie d'un électron dans un atome, et à des choses plus abstraites comme la polarisation d'un photon, des choses qu'on peut observer avec des lunettes polarisantes sur la mer, ou même ce qu'on appelle le spin d'un électron, qui est une propriété qu'on ne sait pas représenter physiquement, mais qui correspond à, en gros, une orientation magnétique vers le haut ou vers le bas de l'électron. Donc là, au moins, c'est vers le haut, vers le bas, et c'est une propriété où il n'y a que deux valeurs possibles dans une direction donnée. Donc c'est un peu compliqué tout ça. Il y a d'autres trucs mystérieux dans la physique quantique, par exemple, il y a le principe d'Heisenberg, dit d'indétermination, qui dit qu'à l'échelle nanoscopique, on ne peut pas mesurer avec une précision arbitraire deux grandeurs qui sont en gros complémentaires l'une de l'autre, comme la vitesse et la position. Donc on ne peut pas savoir, par exemple, où est un électron et sa vitesse en même temps. On peut avoir l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Donc il y a des bizarreries comme ça qui se produisent à l'échelle nanoscopique de la matière. Et alors, l'autre particularité de la physique quantique, c'est qu'elle n'est pas toujours facile à comprendre au niveau de notre entendement physique macroscopique, au sens des objets qu'on a autour de nous, la lumière qu'on reçoit, mais elle est définie par un formalisme mathématique qui est vérifié par les expériences depuis très longtemps, et donc tout ça, c'est vérifié. Alors, il y a deux autres propriétés qui sont encore plus intuitives, contre-intuitives, qui ont été découvertes il y a un siècle à peu près, c'est la superposition et l'intrication. Alors, la superposition, elle est liée à notre histoire d'ondes. Donc, comme toute notre particule, c'est des ondes, on sait qu'on peut additionner des ondes. L'exemple imagé, tu envoies deux pierres dans le lac avec l'eau au repos, ça va faire des vagues et les vagues vont se rejoindre. Tu fais deux notes sur le piano, ton oreille, elle entend un son composite avec des harmoniques, donc c'est deux notes composites. Mais le quantique, c'est un peu la même chose. Tu peux considérer qu'un objet quantique, on peut l'exciter dans plusieurs niveaux d'énergie ou de propriétés, et ils vont être superposés, comme si on superposait des ondes, en fait, avec les exemples macroscopiques que je donnais tout à l'heure. Alors l'intrication, c'est plus tordu. L'intrication, c'est lié au fait que des particules élémentaires, l'exemple le plus souvent donné, c'est des photons, s'ils ont été préparés d'une certaine manière,
on les envoie à 2 endroits différents et on mesure leurs propriétés. Et quand on mesure leurs propriétés, on est capable d'obtenir un résultat qui est aléatoire pour les 2 photons qu'on a envoyés à 2 endroits différents, mais le résultat est corrélé. Il faut savoir que le résultat qu'on obtient d'un côté, il est corrélé avec le résultat qu'on obtient de l'autre, par exemple identique. Il peut être ou le contraire ou identique. Et cette identité, elle est bizarre, on ne sait pas l'expliquer physiquement, quoi. Ces propriétés-là que tu décris et qui sont, différentes de ce qu'on voit à l'échelle macroscopique, toi, tu faisais la différence entre, physique quantique et technologie quantique. Justement, qu'est-ce qu'elles permettent au niveau des technologies et des applications qui n'étaient pas possibles, jusqu'à présent? Alors, une grande partie des découvertes de la physique quantique du XXe siècle, celles que j'expliquais au début, avant de parler d'intrication ou avant de parler de superposition, elles sont utilisées dans les technologies qu'on exploite tous les jours. Dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, dans les lasers, dans la télévision, dans les écrans LCD avec des quantum dots parfois, pour avoir une meilleure colorimétrie. C'est utilisé dans l'IRM à l'hôpital, c'est utilisé dans les satellites. Tout ça, ça relève de l'échange d'énergie, en gros, entre la matière et la lumière. Les transistors, c'est de la physique quantique, en fait. Donc, en gros, tout ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est de la physique quantique. Et c'est ce qu'on appelle la première révolution quantique. Alors, cette appellation, elle vient d'où? Elle vient entre autres d'Alain Aspect, qui l'a créée en 2003, l'expression. Elle n'existait pas avant l'expression. Il y a un Américain, un Australien qui ont inventé la même chose. La même expression la même année, à quelques mois d'écart. Mais en gros, c'est 3 scientifiques qui ont eu l'idée de dire, voilà, d'un point de vue des générations technologiques, il y a la première génération qui est le numérique d'aujourd'hui, en gros, qui utilise le fait que les électrons, on connaît leur énergie, on sait définir les niveaux d'énergie des électrons dans des cristaux, par exemple, dans des semi-conducteurs. Tout ça, c'est lié à la physique quantique. Et la seconde révolution quantique, elle correspond à ce qu'on fait, en gros, depuis une quarantaine d'années, et qui s'appuie sur 3 principes, dont 2 que j'ai déjà décrits, la superposition des états et l'intrication, qui sont relativement mystérieux, disons, pour le commun des mortels. Et une troisième propriété, qui est relativement récente, de quelques décennies à peine, c'est la capacité qu'on a maintenant, d'un point de vue expérimental, à contrôler individuellement les objets dont je parlais tout à l'heure. On sait isoler des atomes dans le vide, un par un, on sait isoler des électrons et les contrôler, et on sait aussi créer des photons uniques et les manipuler. Donc depuis qu'on sait manipuler en gros la physique quantique à l'échelle élémentaire, eh bien on a développé des technologies pour l'exploiter. Alors qu'est-ce que c'est que ces technologies? Il y a plusieurs manières de les segmenter. Historiquement, au niveau des États et notamment de la Commission européenne, on les segmente en 3 grandes parties. Il y en a une première qui est le calcul, donc calcul quantique, l'ordinateur quantique, dont on va sûrement parler un petit peu. Donc l'ordinateur quantique, c'est une nouvelle génération d'ordinateurs qui est censée permettre de réaliser des calculs qui seraient difficiles à réaliser aujourd'hui avec des machines classiques. Alors ça concerne plein de domaines d'activités différents. Le plus intéressant, c'est la simulation de la matière ou la simulation de la chimie pour créer de nouveaux processus, découvrir de nouveaux matériaux, de nouvelles molécules pour des usages divers et variés dans la santé ou dans d'autres domaines. Ça, c'est l'ordinateur. Le deuxième, c'est les capteurs quantiques. Ce sont des capteurs. Il faut savoir, par exemple, dans un iPhone ou n'importe quel smartphone, il y a une quinzaine de capteurs déjà. Tu as un capteur de magnétisme ambiant, tu as les ondes radio qui sont captées dans plein de fréquences, le Wi-Fi, le Bluetooth, la 4G, la 5G. Tu as des capteurs de mouvement, tu as un accéléromètre dans le smartphone. Donc, dans les objets qu'on a tous les jours, on a plein de capteurs. Il y a les capteurs photo aussi, c'est des capteurs quantiques, les capteurs photo. Eh bien, les capteurs quantiques, c'est quoi? C'est une nouvelle génération de capteurs qui apportent une plus grande précision dans la mesure de grandeur physique. Alors, on n'en a pas forcément besoin dans notre smartphone, ça, mais on en a besoin dans différents domaines d'activité. Ça peut être, par exemple, de mesurer la gravité avec une grande précision, ou la variation de la gravité. Ça peut être détecter s'il y a sous terre et faire, par exemple, de la science dans le domaine de la géodésie, ou de détecter des nappes phréatiques ou des cavités quand on fait des travaux. C'est un exemple. Deuxième exemple, on veut mesurer l'électromagnétisme avec une plus grande précision. Ça sert pour les radars, ça peut servir pour faire du renseignement, ça peut servir pour détecter des propriétés de la matière, par exemple pour faire de la spectrographie gazeuse, pour détecter des gaz dangereux dans des usines, par exemple. Tout ça, c'est des capteurs. C'est des capteurs quantiques, alors qui utilisent les propriétés qu'on évoquait tout à l'heure, des atomes, des électrons, des structures semi-conductitres particulières, qui vont capter tout ça avec une plus grande précision. On met dedans d'ailleurs même les montres, les horloges quantiques, qui ont une précision qui peut servir par exemple à mieux synchroniser les satellites et les opérateurs télécoms, par exemple. Il y a un rêve de certains industriels dans le domaine des capteurs quantiques qui est par exemple de créer des capteurs de positionnement, donc un peu ce qu'on appellerait une centrale inertielle ou un gyroscope, mais qui se passent du satellite pour le positionnement
et qui serait très précis. Alors, ça intéresse les militaires pour les sous-marins, par exemple, mais ça peut intéresser aussi les constructeurs automobiles pour permettre de savoir où on est, par exemple, quand on est dans un tunnel, c'est un exemple. Donc, il y a des gens qui essayent de développer ce genre de produit. Alors, pour l'instant, ça ne marche pas encore à l'échelle d'une technologie qu'on pourrait embarquer dans une voiture parce que ce serait trop gros, que ça coûte trop cher, mais ça fait partie des éléments de recherche. Alors après, il y a un troisième domaine, désolé si c'est long, hein. Le troisième domaine, c'est ce qu'on appelle les communications quantiques. Alors les communications quantiques, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un ensemble de moyens qui permettent de sécuriser les communications classiques. Alors, quel est le problème de la sécurité classique? Elle repose sur des clés publiques qu'on envoie sur Internet, et ces clés, bah, potentiellement, elles pourraient être cassées par un ordinateur quantique du futur. C'est ce qui fait peur à beaucoup de monde aujourd'hui. Et pour se protéger contre ça, on peut imaginer plusieurs choses. Alors, la protection physique avec ce qu'on appelle les communications quantiques, ça consiste en quoi? Ça consiste en l'établissement d'une liaison optique entre deux parties prenantes, typiquement avec une fibre laser, hein, d'un opérateur télécom, voire des satellites, avec une liaison libre, et d'utiliser le principe de l'intrication et de la superposition pour générer des clés de chiffrement qui soient les mêmes pour les deux parties prenantes, mais qui ne puissent pas être interceptées. Donc les communications quantiques, au départ, c'est ça. En pratique, tu communiques à rien. Tu génères une clé qui est aléatoire des deux côtés, et avec cette clé, tu vas chiffrer une donnée classique que tu envoies sur un canal classique, comme la fibre normale que tu utilises normalement. Mais les communications quantiques, potentiellement, c'est plus riche que ça. À partir du partage d'intrication, c'est-à-dire du fait de lier avec de l'intrication deux parties prenantes, eh bien, on imagine, par exemple, pouvoir relier des ordinateurs quantiques entre eux, pour augmenter leur puissance, pour distribuer du calcul sur plusieurs machines quantiques qui sont connectées par des fibres à deux endroits différents. On peut imaginer aussi relier des capteurs quantiques entre eux, pour améliorer la précision des mesures. Donc tout ça, c'est très, très technique, ça fait partie d'un micmac entre des expériences de laboratoire et parfois des startups qui se lancent dans le domaine. Très souvent, c'est assez expérimental, mais ça fait partie des progrès scientifiques qu'on peut attendre de ces domaines-là. Alors, il y a un quatrième domaine qui n'est pas très souvent évoqué, même par les scientifiques, c'est ce qu'on appelle la matière quantique. La matière quantique, en américain quantum matter, c'est l'idée d'utiliser des matériaux qui ont des propriétés quantiques très particulières, qui peuvent servir, par exemple, pour créer des transistors avec de nouvelles caractéristiques, par exemple à base de graphène, il y a des gens qui travaillent là-dessus, pour créer des batteries qui seraient éventuellement, à partir de matériaux nouveaux, mettant en œuvre des procédés quantiques, notamment pour stocker l'énergie de manière plus efficace. Il y a des recherches là-dessus. Il y a plein de gens qui travaillent sur des structures magnétiques semi-conductrices extrêmement complexes. Ils ont des noms doux comme les skyrmions, les magnons, etc., qui sont des technologies, pas à grand public, mais sur lesquelles les chercheurs essayent de découvrir de nouveaux phénomènes, nouvelles propriétés physiques qui pourraient avoir une utilité industrielle par la suite. La première catégorie que tu citais, c'était sur le calcul quantique. J'aimerais bien juste que tu t'arrêtes une seconde là-dessus, puisqu'on entend pas mal parler de qubits en opposition au bits classique de l'informatique. Peut-être juste si tu pouvais nous dire en quoi fondamentalement le calcul quantique diffère du calcul qu'on a dans le numérique classique. Alors, oui, il y a plein de manières de décrire ça. Alors, tu veux que j'explique ce que c'est qu'un qubit quand même ou pas? Je veux bien. Moi, ça m'intéresse en tout cas. L'explication rituelle. Alors très souvent, le qubit est présenté comme un objet qui est à la fois 0 et 1. C'est ce que tu as dû voir dans la littérature la plus courante. Mais c'est une explication qui est totalement insuffisante. Avec ça, tu n'es pas bien avancé. Le qubit, c'est en fait à la fois un objet physique et un objet mathématique. Physiquement, c'est un objet quantique, comme un électron dans un semi-conducteur. Ça peut être un électron qui est autour d'un atome, ça peut être un atome lui-même, ça peut être un photon, un grain de lumière. Ça peut être ce qu'on appelle un atome artificiel, qui peut être un ensemble d'électrons qui tournent dans un circuit. Et en gros, le qubit, c'est un objet de ce type-là qui est capable d'avoir une propriété qui a deux valeurs uniques. Donc un électron qui a un spin vers le haut, vers le bas, un courant qui a par exemple une phase et une amplitude différentes, et il y a deux états qu'on peut bien distinguer, un atome qu'on va être capable d'exciter à un niveau d'énergie donné et de revenir à un état non excité, donc deux niveaux d'énergie différents. Et donc le principe de base, c'est un objet physique qui peut avoir deux états, qu'on contrôle en général par des ondes électromagnétiques, hein. C'est souvent en excitant un atome ou un électron qu'on change son état. Et ces deux états, on peut les superposer. Donc on peut avoir le qubit qui est à la fois dans un état excité et pas excité, dans une certaine proportion. Alors la question, c'est quelle proportion? Et c'est là où les mathématiques viennent en ligne de compte. L'objet mathématique du qubit qui intéresse l'informaticien, qui à la limite n'est pas forcément intéressé
par savoir comment c'est mis en œuvre d'un point de vue physique. C'est un objet mathématique qui, en gros, est capable de stocker 2 informations. En langage mathématique, on dirait 2 nombres réels ou 2 nombres flottants. Et ces 2 nombres flottants, ils sont l'incarnation de la propriété de l'objet quantique qui est une onde, qui est en gros à la fois sa phase et son amplitude. Un peu comme un signal électromagnétique, comme une onde sonore ou une onde radio qui a une phase et une amplitude. Disons, c'est quelque chose de basique en sciences. Mais ça suffit pas, parce que si on a un qubit qui est tout seul, bon, ok, on a 2 nombres, mais on sait déjà stocker 2 nombres dans un ordinateur classique, pour pas cher. Ce qui est intéressant dans le cas de l'ordinateur quantique, c'est d'en avoir plusieurs. C'est-à-dire plusieurs qubits dans un processeur qui sont reliés entre eux par des ondes électromagnétiques en général, par le principe de l'intrication. Et là, on va voir apparaître un principe mathématique qui est assez étrange, mais qui est exploité dès aujourd'hui, qui est que l'espace mémoire dans lequel on va travailler, il croît de manière exponentielle avec le nombre de qubits. À savoir que, au lieu d'avoir 2 informations, quand tu as 2 qubits, tu vas en avoir 4. Quand tu vas avoir 3 qubits, tu auras 8. Et à chaque fois que tu rajoutes un qubit, tu fais x2. Donc tu doubles l'information qui est gérée dans le système. Alors je précise bien, c'est dans le système. On va pas pouvoir la lire forcément. Mais pendant que tu fais du calcul, tu as une espèce de mémoire qui augmente de manière exponentielle en fonction du nombre de qubits que tu relis entre eux. Et là-dessus, tu fais des opérations qui permettent de manipuler ce grand espace mémoire. Et à la fin de ces manipulations, ce que tu fais, c'est que tu mesures l'état de tes qubits, et là, ils te répondent avec des 0 et des 1. Et donc, le paradoxe, c'est que pendant que tu fais ton calcul, tu vas manipuler un grand espace mémoire avec plein d'informations, avec des opérations sur des qubits individuels ou des paires de qubits, et on appelle ça des portes quantiques. Et à la fin, quand tu mesures le résultat, tu obtiens un résultat qui est 1 aléatoire, et 2 qui n'est que des bits classiques. Donc, il y a un paradoxe qui est que quand tu fais du calcul, suppose que tu es 100 qubits, tu vas avoir 2 puissance 100 nombres complexes, c'est-à-dire l'équivalent de 2 puissance 101 nombres flottants ou nombres réels. C'est beaucoup. Les gens, ils font le parallèle avec le nombre de particules dans l'univers ou je ne sais pas quoi, mais peu importe, c'est un très grand nombre. Mais quand tu mesures le résultat à la fin, tu n'obtiens que 100 bits, et c'est des bits classiques, et en plus, ils sont aléatoires. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En général, quand on a un programme, on l'exécute plusieurs fois, et on fait la moyenne, et c'est la moyenne qui donne un résultat intéressant par rapport à ce qu'on veut faire. Alors, une autre manière d'expliquer les choses, c'est de faire le parallèle avec l'informatique classique. En informatique classique, dans un ordinateur ou un téléphone, il y a une distinction qui est souvent faite, on apprend ça à l'école maintenant, entre un processeur qui fait du calcul et la mémoire qui est à côté. La mémoire contient l'information. Et donc, quand un processeur fait du calcul dans un ordinateur classique, c'est le processeur qui va chercher l'information dans la mémoire, il la met dans une petite mémoire, on appelle des registres, une mémoire cache dans le processeur, il fait ses petits calculs, et une fois que c'est fait, il remet l'information dans la mémoire à l'extérieur. On appelle ça la RAM. Donc, par exemple, si tu as un laptop aujourd'hui, tu as 8 à 16 gigas de RAM, de mémoire. Un téléphone, le dernier iPhone, c'est 12 gigas de RAM. C'est la mémoire. Et puis après, il y a le stockage. On stocke l'information sur un... Avant, on faisait ça sur un disque dur. Maintenant, on fait ça sur une mémoire flash, qui est un stockage de longue durée. Il est non effaçable. La différence entre ce modèle de l'informatique classique et le modèle de l'informatique quantique, c'est que, en fait, l'ordinateur quantique, c'est des qubits, c'est une mémoire quantique. C'est une mémoire qui contient des qubits qui sont reliés entre eux. Et l'ordinateur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des opérations directement dans la mémoire. Donc, on modifie la mémoire et après, on lit ce qu'il y a dans la mémoire. C'est différent du processus de l'ordinateur classique. Il y a une séparation entre la mémoire et le processeur. Et en américain, on appelle ça le in-memory processing. Donc, c'est une technologie qui est très différente de la technologie habituelle. On sait le faire en classique pour certains types de réseaux neuronaux dans le domaine de l'IA, un sujet qui t'intéresse. Mais dans le cas du quantique, c'est vraiment un truc où on modifie une information dans une mémoire qui a un espace mémoire qui est très, très grand. Et ce qu'on espère, et ça, c'est pas toujours le cas de manière universelle, c'est que les programmes qu'on développe qui manipulent cette mémoire qui est très, très grande, eh bien, ils puissent résoudre des problèmes qui sont inaccessibles aux ordinateurs classiques et plus rapidement, évidemment. Par rapport à ça, dans l'actualité récente, on entend pas mal d'entreprises comme Google, par exemple, qui annoncent des résultats sur le calcul quantique, justement, et qui ont réussi à opérationnaliser des choses. Où on en est, de ton point de vue, entre du produit et du progrès scientifique, on va dire, et des choses qui peuvent être mises en œuvre en termes de techno grand public? Ça dépend un peu de qui on parle d'ailleurs, parce que les actualités scientifiques des différents acteurs du marché que tu as cités, donc Google, IBM, il y a Continuum, des acteurs français comme Pascal aussi, ils annoncent régulièrement des avancées, et il y en a qui sont parfois, je dirais, exagérées, et dans d'autres cas qui ne le sont pas. Donc ça dépend un petit peu. Alors, je vais reprendre à rebrousse-poil ta question. Quand tu parles d'applications grand public, il n'y en a pas pour l'instant.
Pour l'instant, on en est au début de l'histoire, même si les premiers ordinateurs quantiques sont arrivés il y a presque 30 ans avec 2 qubits, et depuis une dizaine d'années à l'échelle commerciale, dans le cloud qu'on peut accéder pour faire des tests. Alors, les ordinateurs quantiques qu'on peut utiliser aujourd'hui, ceux que j'ai cités, IBM, Google, Pascal et autres, selon les cas de figure, ils permettent de faire juste des expériences à petite échelle, mais qui ne permettent pas forcément de faire mieux qu'un ordinateur classique. Donc, par exemple, quelque chose à savoir, c'est que si tu as moins de 20 qubits dans un ordinateur que tu utilises dans une étude de cas, bah, ces 20 qubits, tu peux les faire tourner avec un émulateur sur ton laptop. Et ce sera plus rapide et moins cher. Donc, pour que ce soit intéressant, il faut avoir au moins une cinquantaine de qubits, et si possible, des qubits qui soient de bonne qualité. Parce que les qubits, ils génèrent des erreurs pour l'instant. Et l'erreur, le bruit quantique qu'il y a dans les qubits, c'est un énorme handicap contre lequel tous les physiciens se battent, et pas que les physiciens, les matheux aussi, qui essayent de corriger ce bruit. Mais aujourd'hui, les ordinateurs, ils sont bruités, donc on essaye de faire avec. Donc on essaye de faire des ordinateurs qui sont capables de traiter des problèmes avec un nombre relativement limité de qubits qui ne dépasse pas 150 pour l'instant aujourd'hui, et avec une minimisation du bruit et des algorithmes qui tirent parti de ces capacités. Alors maintenant, pour être franc, les performances dépendent des fournisseurs et des études de cas qu'ils ont publiées. Je vais aller du meilleur au pire, on va faire comme ça. Si on prend Continuum, qui est une société américaine qui a des ions piégés, qui est une forme particulière de qubits, ou IBM, qui a des qubits supraconducteurs, qui sont des circuits électroniques, dans les deux cas, le premier a atteint récemment 98 qubits, ce qui est un bon nombre, avec une très bonne qualité, donc un bruit qui est relativement limité. Et IBM, ils en sont à 156 qubits. Et dans les deux cas, il y a déjà des algorithmes qui ont été publiés qui utilisent ces deux machines-là et qui commencent à faire des choses qui seraient difficiles à réaliser sur des ordinateurs classiques. Mais ces choses-là ne correspondent pas forcément aux besoins des entreprises. Ces choses, c'est essentiellement des simulations physiques qui intéressent la recherche fondamentale en physique, mais pas forcément la recherche appliquée des entreprises. Donc, par exemple, on sait simuler des structures magnétiques un peu complexes avec des algorithmes de ce type-là, mais on ne sait pas encore faire de la chimie qui intéresse les boîtes de pharma, par exemple, pour faire un parallèle. Donc, en gros, on commence à utiliser ces ordinateurs-là pour des expériences de physique, pour des simulations physiques. On crée en gros des jumeaux numériques d'éléments physiques à l'échelle de la physique quantique, mais ce n'est pas encore au point de créer la batterie du futur, le médicament du futur, et des choses qui ont un impact sur la société de manière immédiate. C'est vraiment de la recherche fondamentale. Mais c'est quand même intéressant, parce qu'il y a vraiment des progrès récents qui ont été accomplis. Alors maintenant, tu me parles de Google. Tu parles sûrement de l'annonce qui a été faite il y a quelques semaines. Alors Google, ils ont un processeur qui a 1 an d'ancienneté qui s'appelle Willow, qui a 105 qubits, et dessus, ils ont essayé de montrer qu'on pouvait faire des choses utiles. Alors, il se trouve que jusqu'à présent, quand Google publiait des benchmarks sur ses processeurs, et ça avait démarré il y a 6 ans exactement avec un processeur qui s'appelait Sycamore en 2019, ils annoncent qu'ils ont un calcul qui est fait sur cette machine qui durerait des dizaines de milliers d'années, voire des milliards d'années, sur une machine classique qui essaierait de reproduire la chose. Mais ces deux benchmarks qu'ils ont réalisés, l'un en 2019 et l'autre l'année dernière en 2024, c'est des benchmarks avec ce qu'on appelle les circuits aléatoires, qui n'ont pas de données en entrée. Donc, ce n'est pas vraiment des programmes informatiques qui résolvent un problème. C'est en gros de gros générateurs de nombres aléatoires qui sont difficiles à simuler avec un jumeau numérique classique. Donc, ce n'est pas très utile. Donc, ce que Google a essayé de faire récemment, c'est de montrer qu'il pouvait générer un algorithme qui servait à quelque chose. Alors, en fait, ils l'ont fait en 2 temps, et c'est là où il y a des petites nuances techniques bonnes à savoir. Ils ont fait une expérience d'abord avec 65 qubits, pour montrer qu'il y avait un processus, je dirais, dans des structures quantiques qu'on pouvait simuler dans un système de ce type-là. Et ils ont montré que ce truc-là, bah, ça durerait 10 000 ans sur un ordinateur classique si on voulait le simuler numérique. Bon, le problème, c'est que ce qu'ils ont fait, ce n'était pas vraiment la résolution d'un problème de physique dont on a besoin tous les jours. Et par ailleurs, il contenait ce qu'on appelle un circuit aléatoire. Il y avait quand même eu un côté aléatoire dedans, mais au moins, le résultat était intéressant. Ensuite, ils ont publié un autre papier, et c'est là où il y a, comme on dit dans le langage courant, un train qui en cache un autre. Ils ont publié un autre papier où là, ils disent on a fait un truc qui sert à la spectrographie. Donc là, qui sert vraiment à la chimie, qui sert à analyser une molécule ou des molécules et qui permet d'en déduire les structures tridimensionnelles de la molécule. Donc c'est intéressant pour les chimistes. Bon, sauf que cette expérience-là, ils l'ont fait sur la même machine. En fait, pas tout à fait la même. D'ailleurs, ils ont utilisé 2 processeurs un petit peu différents. Ils ont fait du tuning, comme on dit en voiture. Et par contre, ils n'ont utilisé que 9 et 15 qubits. Et comme je te le disais tout à l'heure, quand tu es sur moins de 20 qubits, ça peut marcher sur ton laptop. Donc en fait, ils ont fait quelque chose
qui s'inspiraient de ce qu'ils avaient fait sur ce 65 qubits qui est dur à assimiler numériquement, mais ils l'ont fait avec une autre puce et avec moins de qubits. Et je peux expliquer pourquoi. C'est lié à la taille de l'algorithme qui ne pouvait pas aller beaucoup plus loin, compte tenu de ce qu'il voulait lui faire faire. Et donc, cet algorithme-là, il pourrait tourner sur ton laptop pour beaucoup moins cher. Donc, il y a toujours des nuances subtiles sur les expériences faites sur des prototypes. En ceci étant, Google ne vend pas d'ordinateurs aujourd'hui. Il développe des ordinateurs, il les met à disposition d'universités triées sur le volet. Tu ne peux pas acheter du temps sur les machines de Google dans le cloud comme ça en payant, comme tu peux le faire chez IBM ou chez Amazon ou chez Microsoft sur des machines tierces. Tu n'as pas accès comme ça. Ce que je comprends, c'est qu'encore plus qu'avec l'IA sur le quantique, il faut essayer de prendre un peu de recul entre les annonces qui sont faites et qui sont publiées dans les journaux. Oui, tu as toujours un décalage. Tu as toujours un décalage entre les annonces et la réalité scientifique. Il n'empêche pas moins qu'il y a des progrès constants. Mais les entreprises étant ce qu'elles sont, voire les chercheurs aussi d'ailleurs, ils ont tendance à enjoliver des choses. Alors les chercheurs parce qu'ils ont besoin de financement public et les entreprises parce qu'elles ont besoin de financement et public et privé. Donc quand tu as besoin d'argent, tu peux être amené dans quelque métier que ce soit à enjoliver la mariée, quoi. Voilà. Et humain, je dirais. Exactement. Ce que je comprends dans ce que tu décris, c'est qu'aujourd'hui, là où on en est rendu, ça commence à avoir une utilité dans de la recherche fondamentale, moins dans de la recherche appliquée et pas non plus sur des solutions grand public entre guillemets. C'est quoi les grands verrous, on va dire, technologiques ou pas que techno d'ailleurs, qui empêchent de passer de la recherche fondamentale à de la recherche appliquée ou à des solutions qu'on pourrait mettre à disposition du grand public? Il faut que je parle un peu d'un champ scientifique qui est lié à la physique quantique, qui est le bruit dont je parlais tout à l'heure. Le bruit, c'est vraiment un obstacle assez important au développement de l'informatique quantique parce qu'il est significatif. Quand tu travailles avec des bits qui ont une valeur qui est 0 et 1, tu as un peu de bruit, tu as un peu d'erreur. Ces erreurs, on sait les corriger facilement, mais ça n'empêche pas de faire des ordinateurs qui calculent des milliards d'opérations par seconde, qui manipulent des wagons de données, des teraoctets qui circulent dans tous les sens sur les réseaux. Et donc, on arrive à faire ça de manière correcte. L'endroit où le bruit est le plus gênant, en général, c'est les télécoms. Parce que l'information qui circule dans les ondes, elle est polluée aussi par les ondes radio. Et là, il y a des systèmes de correction de ce genre d'erreurs. Mais on corrige assez bien les erreurs. Et surtout, quand on corrige des erreurs, on n'a pas besoin de multiplier par plusieurs ordres de grandeur l'information qu'on va envoyer. Donc, je peux donner 2 exemples. Dans les télécoms, en général, alors c'est une vision simpliste des choses, mais on rajoute ce qu'on appelle un bit de parité. On rajoute un bit à tous les 8 bits. C'est plus compliqué que ça, en fait, en pratique. Mais dans le monde du stockage, dans les hébergeurs, dans le cloud, on utilise des technos qu'on appelle le RAID 5. Et en gros, on double la capacité pour avoir de la redondance. On multiplie par 2 le nombre de disques durs qu'il faut ou de SSD qu'il faut pour stocker une information donnée. Dans le cas du calcul quantique, on a 2 caractéristiques. La première, c'est que ce bruit, c'est un bruit analogique. On a vu que tout à l'heure, le qubit, il peut être entre 0 et 1 avec 2 valeurs qui le gouvernent. C'est des valeurs continues. Donc en fait, on est dans un ordinateur qui est analogique. Et il y a du bruit qui se manifeste sur cet ordinateur analogique, un peu comme l'audio avant qu'on passe au CD audio. Quand on était avec le micro-sillon et des amplificateurs analogiques, on avait un bruit analogique. Et ce bruit qui est analogique, il a une caractéristique, c'est qu'il coûte assez cher à corriger. Et pour le corriger, on est obligé d'avoir de la redondance dans l'information. Et la redondance, elle est beaucoup plus importante que dans l'informatique classique. Les exemples que je tenais tout à l'heure avec un bit tous les 8 bits ou doubler la capacité de stockage, là, on est plutôt dans plusieurs ordres de grandeur. Donc, pour faire un qubit qu'on appelle un qubit logique qui est corrigé pour le développeur, eh bien, il faut plusieurs ordres de grandeur de qubits. Alors, 10, 100, 1000, 10 000, selon les technologies et selon le nombre d'opérations qu'on veut réaliser. Donc, ce qu'on appelle un qubit logique, c'est un ensemble de qubits physiques qui sont dans la puce de l'ordinateur, sur lequel on fait de la correction d'erreurs, c'est du logiciel en fait qui fait de la correction d'erreurs, qui va essayer de détecter des erreurs sur les opérations pour les corriger. Et ça coûte cher de faire ça. Et donc, le plus gros enjeu technologique et scientifique auxquels font face les entreprises et les scientifiques du domaine, c'est de trouver le moyen, de réduire ce bruit en concevant des circuits de meilleure qualité, en améliorant les techniques de fabrication, en concevant des systèmes qui sont plus faciles à contrôler. Il y a plein de manières de faire ça. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième, c'est de mettre en place de la correction d'erreurs, mais qui nécessite d'augmenter de plusieurs ordres de grandeur le nombre de qubits dits physiques qui sont dans la machine. Donc, ça veut dire que ça va coûter cher physiquement. Tu auras plus d'électronique ou de photonique pour contrôler ces qubits-là, voire de cryogénie. Et donc, on multiplie les ressources par un certain facteur pour faire de la correction. Et pour faire ça, il faut ce qu'on appelle des codes de correction d'erreurs. Donc, c'est une technologie qui corrige des erreurs.
Et c'est des mathématiques, là. Mais là aussi, il y a des enjeux. Mais là, je suis qu'au niveau de la physique. Comment on corrige des erreurs pour faire des algorithmes qui fonctionnent bien? Alors, pourquoi on veut corriger des erreurs? C'est parce que nos qubits, aujourd'hui, ils génèrent en gros une erreur tous les 100 à 1000 opérations. Donc, ça veut dire que si tu fais 100 opérations, bah, à la fin, tu as quasiment tout faux, quoi. Parce qu'au bout de 100 opérations, si tu as une erreur toutes les 100 opérations, en moyenne, à la fin, tu as tout faux. Pareil, si ça a une erreur sur 1000 opérations, au bout de 1000 opérations, tu as tout faux. Je schématise, hein, c'est des visions simplistes des probabilités. Donc, en gros, aujourd'hui, on est gêné par ce bruit et les erreurs que ça génère dans les programmes. Et donc, il se trouve que les programmes quantiques, les algorithmes quantiques qui sont censés apporter de la valeur aux entreprises, comme pour faire des simulations chimiques ou faire des optimisations pour les entreprises, ils ont besoin d'un grand nombre de qubits et ils ont besoin d'un grand nombre d'opérations. Et ce nombre d'opérations, il est supérieur à ce qu'on peut gérer aujourd'hui avec les erreurs qu'on a dans les qubits aujourd'hui. Donc, on a vraiment besoin de ces fameux qubits logiques qui permettent d'exploiter ces machines-là pour faire tourner des programmes de grande taille, pas des programmes de petite taille expérimentaux. C'est l'enjeu. Il y a un dernier enjeu qui est moins connu, qui est qu'on n'a pas tant d'algorithmes que ça qui exploitent ces caractéristiques de l'ordinateur quantique. Et notamment qui apportent ce qu'on appelle une accélération exponentielle, c'est-à-dire qu'il faut vraiment changer de braquet la vitesse de calcul dans un programme qui tourne sur un ordinateur quantique. Et on a besoin pour ça d'obtenir ce qu'on appelle une accélération exponentielle. Et il n'y en a pas tant que ça, des logiciels qui font ça. Donc, il y a besoin d'avoir des développeurs, des mathématiciens qui inventent des algorithmes qui tirent parti des propriétés de ces machines. Et ça, c'est un défi qui est quasiment aussi lourd que le défi sur les machines elles-mêmes. La différence, c'est que pour créer un algorithme, il faut un cerveau et des mathématiques. Pour créer la machine, il faut de la physique et il faut du matériel. Donc, ce n'est pas les mêmes besoins. Tu dis que le calcul quantique que tu décris là, il remplacera pas, remplacera pas le calcul classique qu'on connaît, que c'est plus, ça va le compléter. Si tu regardes un petit peu les cas d'usage ou les domaines en tout cas dans lesquels le quantique pourrait vraiment être utile. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de chimie, on peut parler de climat, de finance, dans l'industriel. Tu vois, quels sont les usages que tu vois émerger ou qui te semblent les plus intéressants? Alors, je ne suis pas forcément porté de jugement de valeur, mais il y a plusieurs... Il y a deux choses. D'abord, il y a les types d'algorithmes, après, il y a les types d'usages. Je vais peut-être faire la distinction entre les deux. Les algorithmes connus aujourd'hui qui pourraient apporter de la valeur, première catégorie, c'est ça, c'est simuler la matière physique, la matière quantique. Donc, c'est simuler de la matière organique, donc des composants organiques, des molécules, simuler des cristaux, simuler des semi-conducteurs, simuler des métaux. Donc ça, c'est de la simulation à l'échelle de la physique, à l'échelle des atomes et des électrons. Donc ça permet de rendre service plein d'industries. Des industries pharmaceutiques, des industries de la chimie, des industries des énergies, des industries des matériaux. Il y a énormément d'industriels qui sont intéressés par la création de jumeaux numériques de la matière, pour inventer de nouvelles matières, en gros, avec des usages santé et autres qu'on évoque très souvent. Ça, c'est le premier type d'algorithme. Le deuxième type d'algorithme, c'est la résolution de problèmes de décision ou de problèmes de combinatoire. Il y a des problèmes de combinatoire qui peuvent être très compliqués à résoudre sur des ordinateurs classiques, même si on se débrouille pas trop mal aujourd'hui. C'est des optimisations, en gros, dans les transports, dans la logistique, dans les usines, où on a besoin d'optimiser des flux avec beaucoup de matière qui circule, des ressources limitées pour les faire circuler. Et donc, c'est là qu'on va retrouver le problème classique du voyageur du commerce, ou surtout une de ses variantes qui est le problème du camion de transport, où on veut optimiser non seulement son trajet, mais on veut optimiser sa charge marchande, pour faire en sorte qu'il soit le plus rempli possible, pour livrer en le moins de temps possible, le plus de valeur possible pour le plus de clients possible. Donc, c'est ce qu'on appelle l'optimisation sous contrainte. Ça, on le fait de manière assez empirique dans l'industrie, et les industriels ne sont pas contre l'idée qu'un jour, on puisse trouver des algorithmes qui donnent des résultats qui soient de meilleure qualité pour résoudre ce genre de problème. Alors, un autre équivalent, qui relève plutôt des maths financières, c'est la banque et la finance. Alors, parfois, c'est un jeu à somme nulle, d'un point de vue sociétal, mais les sociétés du secteur de la finance sont intéressées pour optimiser leur processus. Alors, soit ils ont besoin d'analyser des risques, soit ils ont besoin d'optimiser des portefeuilles, soit ils ont besoin de détecter la fraude, et toutes ces choses-là, ça repose sur des méthodes mathématiques assez complexes en général, beaucoup de données, et il n'est pas impossible que des algorithmes quantiques puissent apporter de la valeur dans ce contexte-là. Troisième domaine, et on en parlera peut-être plus après parce que ça croise avec ton sujet, c'est l'usage de l'ordinateur quantique pour faire du machine learning. Donc,
de l'IA, comme on dit. Alors, c'est pas le cas le plus mature aujourd'hui. Il y a plein de gens qui travaillent dessus, mais on n'a pas encore de preuves, je dirais, radicales qu'il y a un avantage à faire de l'IA sur l'ordinateur quantique, aussi bien aujourd'hui que demain, quand il y en aura des plus puissants. Mais bon, c'est quand même un sujet de recherche qui est investigué par pas mal de gens. Il y a ensuite des équations qui concernent plutôt le monde de l'ingénieur et qui permettent de simuler de la matière, des fluides, de la mécanique. Et là, on est plutôt dans les sciences de l'ingénieur pour les entreprises du secteur industriel qui construisent des produits, typiquement dans l'aérospatial, pour donner des exemples. Les fluides, c'est tout ce qui est lié aux tuyaux, à l'énergie, etc. Et puis, il y a un dernier cas d'usage, et celui-là n'a aucun intérêt, mais tout le monde en parle. Malheureusement, c'est le plus connu, c'est de casser l'Internet. C'est un cas d'usage un peu limité, si tu veux, parce que si tu es repéré, tu vas en prison, quoi. Donc, le principe de base, c'est d'utiliser un algorithme, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est très connu, qui est l'algorithme de Shor. Shor, c'est le nom d'un certain Peter Shor, qui est un chercheur qui actuellement est enseignant au MIT, mais qui à l'époque, en 94, était dans les laboratoires de Bell, les Bell Labs. C'est un chercheur qui a inventé, donc il y a 31 ans, un algorithme qui permet de casser des clés publiques qui servent à chiffrer l'information qui circule sur Internet, avec un gain de temps exponentiel par rapport au calcul classique, et donc qui permettrait, en théorie, dans des ordinateurs quantiques plutôt orientés dans le futur, ils n'existent pas aujourd'hui, de casser la sécurité d'Internet. Donc, pour aller piquer les données des gens et récupérer leurs secrets, quoi, pour faire ça. Voire casser le Bitcoin et la blockchain, quoi. Je parle bien en conditionnel, hein. J'ai pas dit que ça marchait. C'est un algorithme, il existe depuis 31 ans, mais on n'a pas encore la machine pour le faire tourner sur les clés qui sont en production dans la cybersécurité d'Internet aujourd'hui. Les chercheurs, certains disent que ça varie dans 5 ans, d'autres 15 ans, d'autres 20 ans, d'autres jamais. Personne n'est d'accord sur la question. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.